forte, hein. Elle est efficace. Bon, mes amis, d'abord je présente mes excuses les plus désolées à tous ceux qu'on laisse debout là. Si vous voulez vous asseoir par terre, il faut le faire. Parce que la première heure, ça se supporte avec moi, et après. C'est pas de bon. Je sais pas faire bref. Alors on me dit, ah, vous prenez une salle trop petite, eh oh, oh. Ça dépend pour qui trop petite, hein. Pour nous, elle est trop petite. Mais il y en a d'autres, ils se relargent ici, hein. Bon, allez, on va pas être méchants tout de suite. Mais c'est un bonheur de se retrouver comme ça. Vous le savez bien. On recharge la batterie, tous. Vous rechargez la batterie de vous voir si nombreux, vous vous sentez moins seul dans vos convictions, et moi aussi, avec mes camarades, de vous voir. Parce que ça me... D'abord, en général, vous êtes tellement gentils avec moi, et ça me passe le reste. Vous allez voir, hein, parce que ça va chauffer pendant cette campagne. Elle ne va pas être longue, mais les coups vont pleuvoir. Parce que c'est dans cette circonscription que cette grande chose que le Front de gauche a commencé. Parce que, bien sûr, aux élections de 2009, il y avait d'autres candidats, d'autres listes. Nous avons reconduit nos camarades et regagné les sièges que nous avions. Celui de Wurtz, on l'a eu en région parisienne avec le Yarrick, celui de Jackie Hénin dans le Nord-Pas-de-Calais, et puis on a gagné le siège du Sud-Est et le siège du Sud-Ouest. Et le siège du Sud-Ouest, on nous disait, c'est le plus difficile de ceux qu'on peut prendre, qu'on peut avoir. Parce que le mouvement socialiste y est très fort, et que vous n'y arriverez pas. Mais nous, en 2009, nous ne faisions pas seulement une élection, comme cette fois-ci. Nous avions politiquement compris que l'histoire venait d'entrer dans une nouvelle phase. Parce qu'il y avait eu, si vous vous souvenez, la crise des subprimes aux États-Unis d'Amérique. C'est-à-dire, au cœur du capitalisme, le plus puissant, la crise qui exprimait la décomposition de l'intérieur de toute une organisation du monde. Et il fallait se préparer à y répondre. Moi, j'étais socialiste jusqu'en 2008. Et je savais ce qui était en train de se passer dans tout le mouvement socialiste international. Et comme beaucoup, je me disais, on va peut-être arriver à corriger. Et il s'est passé un événement. C'est l'Italie. Mes amis, je ne viens pas vous faire un discours pour vous cajoler ou vous dire votez pour moi parce que je ne sais pas quoi. Je viens expliquer ce que nous sommes en train de faire. Nous, en Italie, la gauche a été rayée de la carte. C'est-à-dire que le plus puissant parti communiste d'Europe occidentale, le parti communiste italien, plus le parti socialiste italien, fusionnés dans une même organisation au nom improbable, avait fini sa trajectoire et devient le parti démocrate. Il n'y a plus un député, plus un sénateur socialiste ou communiste en Italie. Cette orientation politique qui refuse d'affronter le capitalisme et de proposer au peuple du monde et à l'humanité tout entière une alternative, ces gens-là ont jeté les armes à terre et changé de camp. Par conséquent, nous savions que nous n'avions plus l'outil à la mesure. En dépit de tous les courages, que ce soit le nôtre qui étions des socialistes de gauche, celui des communistes qui tenaient bon, celui des trotskistes, nous n'avions plus l'outil, il fallait le reforger. C'est ce qu'est le Front de gauche. Et en venant dans la circonscription du Grand Sud-Ouest, il fallait faire cette démonstration. C'est celle-là que nous avons fait ensemble. Nous avons gagné un siège, vous m'avez élu. C'était la première fois qu'il y avait un député Front de gauche dans tout cet ensemble. 18 départements, 3 régions. Première fois. Nous avons créé et montré que le Front de gauche était une alternative politique à cette occasion. Bon, on ne partait pas de bien loin. On a fait 8, je ne sais pas quoi, dans la circonscription, et au total national, 6, quelque chose. Et c'est à cause de ça que l'on m'a confié l'honneur immense d'être le candidat commun du Front de gauche aux élections présidentielles. Et à ce moment-là, le travail que nous avions commencé à modeler, eh bien, nous en avons totalement tiré le fruit en faisant renaître
notre courant politique, et en le montrant à la face du monde. Oui, à la face du monde, je ne suis pas en train d'exagérer. Je pourrais vous montrer ces articles dans la presse nord-américaine et dans celle de toute l'Europe, en anglais, s'il vous plaît. Southern of Red Flag of the Communist Party. Ils croyaient que tout le monde était communiste, ils avaient à zéro. Parce qu'ils avaient vu des drapeaux rouges partout. Le 18 mars, à la Bastille, qui est le moment, le jour anniversaire de la Commune de Paris, où notre force réapparaît comme une force humaine, matérielle, puissante. Ces images où on voit le cortège qui s'avance et les barrières qui reculent, c'est nous, c'est ce grand fleuve qui réapparaît. Et c'est pour ça que je vous ai dit, mais où on était passé, on s'est retrouvés. Il est temps. Et depuis, bien sûr, on a connu des vicissitudes, des hauts et des bas. Je vous en prie, pas de médiocrité entre nous. Ce ne sont pas des bisbilles, ce ne sont pas des guéguerres que nous avons. Et quand nous avons des discussions entre nous, ce n'est pas un problème d'ego. Non. Ce sont des problèmes de stratégie politique que nous devons trancher. Et c'est difficile de savoir quelle est la bonne solution, quelle est la bonne stratégie. Il y a une dignité à notre débat, même si nous sommes en désaccord, même si ces désaccords nous coûtent. Nous devons avoir ces débats, pas nous, seulement les dirigeants nationaux. Chacun d'entre vous doit se construire sa conviction politique, parce que nous sommes une forme politique d'un type totalement nouveau. Celle qui peut dire la consigne est n'attendez pas les consignes, parce qu'elle sait qu'il y a derrière, autour, des dizaines de milliers de gens qui ont appris, cultivé, qui lisent, qui suivent, qui comprennent, qui essayent de comprendre chaque jour. Et c'est sur cette force immense, diffuse, qui n'a pas besoin de recevoir des ordres, parce qu'elle sait ce qu'elle a à faire, du moment qu'elle a confiance dans ceux qui ouvrent le chemin, parce qu'ils leur ont confié cette tâche. Oui, c'est notre tâche, comme dirigeants politiques, de vous proposer à chaque moment par où nous allons passer après avoir pesé, sous-pesé. Et jusqu'à présent, vous avez toujours répondu présent. Vous l'avez toujours fait, et encore ce soir. C'est ça le sens de tous ces gens qui sont ici. Non seulement nous autres du Front de gauche, mais aussi parmi nous, des femmes, des hommes qui n'ont pas voté Front de gauche dans aucune élection auparavant, et qui viennent pour la première fois voir à quoi ça ressemble. Et déjà, ils voient qu'il y a beaucoup de monde. Et ils en avaient perdu l'habitude. Et ils voient que ce n'est pas que les belles personnes en costard 3 pièces. Et que quand les orateurs parlent, il se passe une chose incroyable, oratrices et orateurs, on comprend ce qu'ils disent. Et ils n'ont pas l'air de passer leur temps à biaiser avec les difficultés. Cette force, nous avons montré qu'elle était une force électorale puissante de 4 millions de personnes. Vous avez même fini, ballot que vous êtes, par croire qu'on allait gagner au premier tour, parce que pour certains, ils pleuraient comme des madeleines. Je leur dis, mais oh, la patience, s'il vous plaît. C'est l'histoire que nous sommes en train de faire, c'est pas un push de communication. Je ne suis pas une rockstar, comme certains ont essayé de le faire croire, qui entraîne les gens parce qu'ils parlent bien. Nous construisons un courant dont l'objectif politique est une transformation radicale de la société. On ne fait pas ça seulement avec des bons résultats électoraux. On le fait avec une participation consciente d'un peuple qu'on doit entraîner avec nous. Donc il faut toujours ménager ce socle. Et il fallait faire la démonstration que ce n'était pas un champignon électoral. Cette démonstration, nous l'avons fait dans 4 manifestations de masse. Et à chaque fois, quel bonheur de voir, comme vous avez pu. Tout le monde ne peut pas forcément monter dans le train, tout le monde ne peut pas être là dans le car, tout le monde n'a pas forcément les sous, parce que c'est aussi une affaire de sous, de pouvoir monter à Paris pour faire la manifestation. Mais vous avez tous partout aidé de toutes vos forces. Et nous avons fait la première manifestation contre le traité européen qui ait jamais eu en France sous un gouvernement de gauche par la gauche. En septembre-octobre de l'année 2012. 80 000 personnes. Puis, face à la décomposition de la Ve République, aux mensonges de Cahuzac, au tripotage politique de toutes sortes, nous avons une nouvelle fois appelé à la 6e République et fait la manifestation du 5 mai. Et nous étions à nouveau presque 100 000. Et puis nous nous sommes retrouvés contre le plan d'austérité quand on nous a annoncé qu'on allait donner par la TVA payée par tout un chacun sur les pauvres objets du quotidien dont nous avons tellement besoin,
10 milliards prélevés sur le peuple français pour en régaler le grand patronat, sous prétexte, je ne sais même plus comment ça s'appelle, de pacte, je ne sais quoi, ils inventent des pactes tous les 5 minutes. Bref, c'était, on régale gratis. Ils leur ont donné 20 milliards, 10 milliards par la TVA, sur les abonnements, à l'électricité, sur les tickets de transport, sur toutes les choses de la vie quotidienne. 10 milliards pris sur le peuple, et 10 milliards de coupes. Mais les coupes, c'est de l'argent qu'on vous prend, car ce que le service public ne vous donne pas, vous devez vous le payer par vous-même. Aucune coupe n'est gratuite. En particulier, aucune coupe n'a d'autre résultat que de ralentir l'activité économique et par conséquent, mécaniquement, de creuser le déficit. Car plus l'activité économique ralentit quand l'argent n'y circule pas, le coiffeur ferme, parce que c'est le premier chez lequel vous n'allez plus. D'ailleurs, il y en a qui n'ont pas besoin, ils se disent « je suis sauvé ». Et puis après, vous n'allez pas chez le restaurant. Et puis. Et on voit, oui, mais vous savez, le coiffeur, c'est comme les écrevisses dans la rivière. Quand il n'y a plus d'écrevisses, c'est que la rivière n'est plus bonne. Quand le coiffeur ferme, c'est que l'économie est mourante. Et ce que je vous dis, c'est prouvé par les chiffres. La première fois que je l'ai dit, on me dit il exagère, où est-ce qu'il a été trouvé ça? J'ai roulé ma bosse, je sais comment ça se passe. Eh bien, sur les faillites de l'année 2013, qui est un record, parce que dans l'année 2013, il s'est fermé plus d'entreprises qui ne s'en étaient fermées l'année 2008 où la crise a commencé. Eh bien, la majorité des fermetures, c'est les coiffeurs, la proportion la plus importante, les restaurants et les petites entreprises du bâtiment, c'est-à-dire ceux qui viennent chez vous quand vous avez besoin de faire ceci ou cela. C'est-à-dire clairement qu'on a vu que c'est la chair vive du pays qui est atteinte par ces politiques d'austérité. Nous avons fait cette manifestation. Et puis, encore une fois, alors là, ça a été, vous avez vu, on commençait à se déchaîner. Pourquoi, à votre avis? On m'a cherché comme ça. Alors, je réponds à une télévision, il y a 3 personnes derrière moi, on explique que c'est un complot. On fait une manifestation, on est sur 1,5 km, 40 mètres de large, n'importe qui peut faire l'addition avec son petit téléphone, il trouve 60 000 mètres carrés, donc au minimum, il y a 60 000 personnes, même si je suis un menteur parce que j'ai exagéré, comme ils le disent. Une personne par mètre carré, que dit Valls, il y en a 7000. Et pendant toute la soirée, ils vont taper sur ça. Et le président du CSA s'est réveillé du coma dans lequel il est d'habitude pour dire « Ah oui, il y a un problème, Café Mélenchon, etc. Ouvrons une enquête !» Comme ça, le soir, dès le soir, ils vont essayer de briser l'image de la puissance du rassemblement. C'est pour ça qu'ils l'ont fait. C'est pour vous décourager. Leur trouille, c'est vous. Leur cœur bleu, c'est vous. Parce qu'en dépit de tout ce qu'ils vont faire, non seulement vous n'avez rien perdu, non seulement chaque fois qu'on a appelé, vous êtes venu et encore ce soir, mais même le procédé le plus répugnant avec lequel ils travaillent, qui consiste à me diaboliser comme personne, à publier des photos de moi qui me font peur à moi-même. Si vous aviez vu celle qu'ils ont fait en contre-plongée, quand je suis allé à Rodez, le lendemain, il y avait toute la page, c'était horrible, jaune, rouge, affreux. Le Télégramme, ils ont publié une photo tellement horrible de moi que, bon, un jour où j'avais la langue bien pendue, là, je parlais des Allemands, je dis, qu'est-ce que c'est comme modèle l'Allemagne? De quoi vous me parlez? Il y a plein de pauvres et ceci et cela. Je raconte la catastrophe que c'est en Allemagne, la politique d'austérité. Et à la fin, je dis, ah, personne n'a envie d'être allemand, même pas les Allemands, la preuve, ils n'ont pas d'enfants. J'admirais que bon. Et moi, bon, faut se faire de l'humour. Les gens, ça marque la tête. Alors voilà 2 journaux allemands qui répondent l'odieux populiste rouge, parce que pour eux, l'espèce de bolchevique au couteau entre les dents, c'est moi. Ils ont mis une photo, mes amis, si vous voyez ça. Terrible, j'ai le cheveu qui part en l'air, les 2 mains encrochées, la bouche ouverte. Affreux. Et le Télégramme en France l'a publié. Et vous savez, là on rit ensemble, et moi ça me soulage de vous le raconter, de voir que vous riez. Mais c'est moi quand même. Moi je suis pas une machine. Je ne suis pas un pion, mes amis. Je suis un être humain. Et comme vous tous, dites les filles, quand ils passent leur temps à dire chaque fois que vous criez « Ah, t'es hystérique, ça vous énerve, hein ?» C'est pas vrai? C'est-à-dire que la caricature de l'autre,
Il faut toujours se protéger pour qu'elle ne vous déteigne pas dans le cœur, pour qu'elle ne vous transforme pas à cause du miroir qu'on vous tend. Et l'autre jour, j'étais à faire campagne à Castres, j'ai bien fait d'y aller. Les gens, ils avaient entendu dire que j'allais venir. Alors les voilà qui se regroupent dans la rue, quelques-uns, je ne vous dis pas des centaines, hein, 20, 30, et puis les camarades qui étaient au courant, qui viennent. Et ils m'accueillent, ils m'entourent, on va jusqu'au musée Jaurès, puisque c'est l'année Jaurès, vous savez. Et les gens, vous allez voir, c'est pourquoi je vous dis leur trouille, c'est vous. Les gens qui étaient là, qu'est-ce qu'ils disaient aux journalistes? Ils ont tout compris, les gens. Ils disaient, vous avez vu, hein, on l'accueille mieux que l'autre. Hein. Tout était dit. Ce jour-là, il a montré, la veille, qu'il n'avait pas de limite. Dit-il, va falloir que je commence mon discours. Hein. Il a montré qu'il n'avait pas de limite. Il est venu après avoir passé un détachement de la garde, ce qui est normal pour un président de la République, mais peut-être pas là. Peut-être pas ce jour-là. Peut-être pas pour rendre hommage à Jean Jaurès. Et il a dit qu'il était la continuité de Jean Jaurès. C'est une supercherie. Voilà. Les gens étaient outrés. Vous avez vu cette dame dans la rue qui dit, monsieur, Jaurès, il ne parlait pas comme vous. Parce que qu'il aille faire le clown sur Jaurès, il veut, mais pas dans la ville de Jaurès, parce que les gens, ils le connaissent encore maintenant. Ils lisent ces textes. Et lui, il a osé dire qu'il était la continuité. Oh, moi, je n'ai pas pour 2 heures à vous expliquer pourquoi c'est un menteur. Et que c'est insupportable. Et que quand vous entendez ça, vous comprenez qu'il n'y a pas de limite à ce qu'ils sont capables de faire pour pervertir les mots. Je vais y venir. Parce que si on vous enlève les mots, comment vous voulez désigner les choses? Comment vous voulez penser à gauche? Penser en socialiste, penser en communiste, penser en écologiste, en républicain, que tout ça vous le touillez, ça vous donne l'écosocialisme. Comment vous voulez penser si on vous a volé les mots? Puisque tu parlais de Garcia Marquez. Dans le début de 100 ans de solitude, le gars il est devant le peloton d'exécution, c'est pas mon cas, et il réfléchit et il dit, je me souviens d'un temps, je le cite à peu près, hein, où le monde était tellement neuf, que nous n'avions pas les mots pour en parler. Si bien que pour parler, il fallait montrer les choses. Eh bien nous, on nous a volé les mots. Et les gens autour de nous peuvent nous dire, oh, la gauche, la droite, c'est tout du pareil. Et à ce moment-là, c'est l'ordre dominant qui a gagné. Parce qu'il n'y a plus qu'une seule politique, un seul monde, un seul rapport entre les êtres humains. La violence qui est celle de cette société. Il n'y a plus d'espoir, il n'y a plus d'horizon. Et ça, c'est l'essentiel. Gardez le goût du futur, mes amis et mes camarades. Pensez à ceux qui nous ont précédés dans la lutte. J'étais à Decazeville et je disais aux camarades, vous osez gémir? Vous osez vous plaindre? Vous êtes des militants, vous êtes des esprits conscients. Que faisaient vos pères et mères? C'était si dur, si terrible le quotidien. Mais cependant, à l'horizon, il y avait un espoir. Le socialisme, la transformation de la société. Un combat concret qui donnait pour horizon le fait qu'on se retrouverait en fraternité, à égalité. C'est cet horizon dont nous portons la flamme que nous avons rallumée, qui était sous la cendre. Et c'est parce que nous l'avons rallumée qu'ils ont si peur. Parce que de nouveau, nous avons le goût du futur. De nouveau, nous savons que nous ne sommes pas condamnés à n'avoir pour unique représentation politique que des gens qui mentent et qui nous trompent et qui trahissent notre idéal chaque jour. Non que nous soyons sectaires, mais nous leur disons, puisque vous nous empêchez de rêver, on va vous empêcher de dormir. Par vous parler du vote à l'Assemblée. Je vais vous parler justement de cette ligne d'horizon. Nous, le Front de gauche, nous avons construit une force politique nouvelle, avec des pièces et des morceaux, de la diversité, qui n'est pas toujours un avantage. Parce que des fois, même quand on oublie, il y a toujours un qui se dépêche pour dire oui, mais on est différents. Ça va, on a compris. Il faut être, bien sûr, cette différence, elle est ineffaçable. D'ailleurs, autant d'entre nous, déjà, vous mettez, je ne sais pas combien il y en a 500. Bon. Allez, ça nous fait quoi? 2000 opinions, chacun en ayant 3 pour lui-même. Non, 500 par 3, ça fait pas 2000, hein.
Bon, mais vous me comprenez. Mais de tout ça, une conscience et une doctrine collective est née, qu'on retrouve dans les textes de nos partis, qui commence à être une expérience commune, une manière de penser le futur ensemble. Ça s'appelle l'écosocialisme. Je vais vous le résumer en 2 phrases. La transformation la plus profonde de notre doctrine, qui rééclaire chacune de ses composantes. L'intuition du communisme, l'intuition du socialisme. La voici. Il n'y a qu'un seul écosystème compatible avec la vie humaine. Il y a donc un intérêt général humain. Et cet intérêt général humain n'est pas la somme des intérêts particuliers, c'est pourquoi il s'impose par la loi de force à tous les intérêts particuliers. Fondamentale du communisme et du socialisme est vérifiée. Oui, nous sommes tous semblables. Souvent, on nous disait, écoutez vos histoires d'égalité, oui, c'est très sympathique, nous verrons une autre fois, parce que l'égalité, ça n'existe pas, il y a des hommes et des femmes, c'est pas pareil, il y a des petits, des gros, des moyens, des grands, et tout ça. L'égalité n'existe pas, monsieur Mélenchon. Et si vous voulez faire un régime politique d'égalité, la seule chose que vous allez faire, c'est un régime contre la nature, ça sera donc un régime violent. C'est ça qu'ils nous disaient. Mais maintenant, nous pouvons leur dire non, c'est vous qui êtes des idéologues. Parce que nous vous disons, il n'y a qu'un seul écosystème compatible avec la vie humaine, donc nous sommes bel et bien tous semblables. Et donc nous sommes égaux en droit, parce que sinon nous ne pouvons pas faire vivre cette similitude. Et la respecter. Ah. Et il y a donc des biens communs qui appartiennent à tous les êtres humains parce qu'ils ne peuvent pas s'en passer. Par exemple, l'eau. Voilà pourquoi les questions des régies publiques de l'eau sont essentielles pour nous. Essentielles. L'eau, oui. L'eau, aucun être humain ne peut vivre sans eau. Vous pouvez vous passer de beaucoup de choses, il y a des gens qui se passent de tas de choses, même de manger certains, pour que leurs enfants puissent manger aujourd'hui en France. Mais d'eau, personne ne peut s'en passer. Et qu'est-ce qui se passe quand les gens ne peuvent pas payer l'eau? On leur coupe. Et celui qui coupe l'eau, il sait bien qu'il commet un acte inhumain, n'est-ce pas? Gloire à notre camarade de la CGT qui un jour a dit « Moi je coupe plus l'eau. Je coupe plus l'eau. » Il a perdu son boulot, il a été condamné, mais il s'est comporté comme un être humain. Il a assumé sa responsabilité d'être humain. J'ai dit le communisme, vous m'avez tous compris, je ne suis pas en train de parler d'un parti en particulier, mais d'une idée, d'un idéal. De même, l'intuition du socialisme est vérifiée, aucun être humain ne peut s'en sortir sans les autres. C'est bien le lien social qui est premier. On ne peut pas vivre tout seul, heureux, dans un océan de malheur. Ce n'est pas possible. Cette intuition est confirmée par l'écologie politique. Et enfin, dès lors que nous sommes dans cette situation, eh bien, pour définir l'intérêt général humain, il faut y réfléchir tous ensemble, sans vérité révélée préalable. Chacun fera ce qu'il veut. Mais il faut qu'on puisse avoir des arguments à opposer les uns aux autres pour dire qu'est-ce qui est bon pour tous. Et voilà pourquoi ça n'est pas seulement la démocratie, mais la République. On ne doit pas seulement dire ce qui est bon pour soi, mais ce qui est bon pour tous. Voilà la République. Voilà nos 3 intuitions rassemblées dans une doctrine nouvelle qui nous trace. Alors il faut travailler beaucoup. Et puis il faut qu'il y ait un programme qui corresponde à ça. C'est pourquoi, mes camarades, le point de départ, mes chers concitoyens, il ne faut pas m'annexer ceux qui ne sont pas des camarades, le cœur du programme humain d'abord, que nous faisons vivre dans cette campagne et dans la suite, c'est cette idée que si l'austérité est mortelle pour nos sociétés, pour toutes les raisons que je ne reprends pas et qui ont été décrites avant moi, il faut donc procéder à une relance de l'activité. Mais ça ne peut pas être une relance comme dans le passé. Ça ne peut pas être, allez, on produit, n'importe quoi, n'importe comment. Et si les gens n'ont pas besoin, on leur crée des désirs, des besoins qu'ils n'ont pas par la publicité. De cette société de pacotille dans laquelle nous vivons, qui crée des besoins et des frustrations toujours plus immenses, des besoins toujours plus inaccessibles, et parfois parfaitement vains, parce qu'il n'y a plus aucune discussion sur l'utilité et le sens de la vie que nous font mener ces objets. Comme beaucoup d'entre vous, on finit par être addict. Ben moi, c'est pas un téléphone portable, c'est une cabine téléphonique portable. Mais bon, il paraît qu'il y a comme ça, je ne le perdrai pas. Donc, si ce que je suis en train de dire doit avoir une traduction concrète, eh bien ça se traduit par des choses concrètes. Voilà pourquoi je vais maintenant vous parler d'Alstom. Vous voyez, je ne vous parle pas du VAL, du Parti Socialiste et du reste, je vous parle d'Alstom. Alstom ne doit pas être bradé. Pourquoi? Pour nous, c'est une question essentielle.
Comme Français, bien sûr, parce que c'est le cœur de l'identité industrielle de la France, et la nécessité d'élever le niveau de formation jusqu'au point où l'on est capable de produire ces merveilleux objets techniques qui sont produits dans ces usines par une élite ouvrière, femmes et hommes, ingénieurs, techniciens. Vous savez, on règle les palettes d'une turbine au micron près. C'est quelque chose d'une finesse extraordinaire. Des machines qui font 8-10 mètres de haut. On a installé 2 de ces machines dans des barrages dans le monde entier. C'est la technique française, je ne le dis pas seulement pour faire cocorico, c'est pas après tout des fois. Quand vous allez au football, vous trouvez ça bien. Et quand on parle d'industrie, ça serait du nationalisme. Non, moi je suis fier de ce que nous savons faire dans ce pays. Mais cette raison, elle existe. Mais c'est pas la seule. C'est que nous avons besoin des machines qui se produisent là et du savoir-faire sans demander la permission à personne pour les utiliser pour notre programme. Et notre programme, c'est la transition énergétique. On aura les débats qu'on veut sur le nucléaire. Mais tout le monde est d'accord au moins sur un point, c'est qu'il faut développer d'autres énergies. Alors pour certains, comme moi, c'est qu'il faut qu'elle remplace toutes les autres. Comment on fait ça? Tu ne veux pas faire Yaka, Faucon... Non, nous nous préparons à gouverner le pays. Nous ne sommes pas des marchands de parole. Il nous faut les machines, elles sont là. Comment va-t-on faire? Il faut installer des parcs d'éoliennes en mer. Il faut installer des hydroliennes, c'est-à-dire des machines qu'on coule dans l'eau. Il faut installer des machines qui permettent de travailler sur la différence entre l'eau froide qui est au fond de la mer et l'eau plus chaude qui est au-dessus et qui crée un mouvement. Et cette énergie mécanique, on la transforme en énergie électrique. C'est comme ça qu'on va faire. Si demain nous gouvernons ce pays, le premier plan qu'on fait, c'est celui de la transition énergétique, parce que ça veut dire des milliers d'emplois. Là, il y a en discussion un champ d'éoliennes en face de l'île Dieu, où justement, Alstom est une des entreprises qui est en compétition. 1000 emplois de plus à Saint-Nazaire, 500 un petit peu plus loin, 1500 emplois de haut niveau technique pour installer un champ d'éoliennes offshore. Et pas que pour nous les Français. Nous pouvons le proposer aux autres. Vous ne croyez pas qu'on aurait meilleur temps de leur vendre des fermes d'éoliennes, des fermes d'hydroliennes, que de leur vendre des centrales nucléaires dans des pays où on ne sait même pas comment ça va se terminer? Parce que ça ne laisse à personne, ces machines-là.